Forum sur Fréquence Évasion et Radio Andorre, nous recevons Edith Cresson et nous allons découvrir l'école de la deuxième chance. Radio Andorre. Fréquence Évasion, l'info dans le Sud et sans limite. Dans quelques instants, nous allons découvrir l'école de la deuxième chance en compagnie de Madame Edith Cresson. Madame Edith Cresson, bonjour et merci de participer à cette émission. Bonjour monsieur. Alors pour commencer, pourriez-vous nous présenter votre parcours et ce qui vous a amené à l'école de la deuxième chance? Je me suis aperçue il y a déjà longtemps qu'un certain nombre de jeunes dans le système scolaire ne sont pas en mesure de comprendre ce qu'on leur explique et qu'ils sortent du système en n'ayant pas acquis des savoirs de base, c'est-à-dire parfaitement lire, écrire et compter, savoir se conduire en public vis-à-vis des gens, un minimum de règles sociales et je dirais savoir se repérer un peu dans la société. Donc ils sont inaptes de ce fait pour trouver un emploi et c'est un véritable problème. Le chômage des jeunes qui dans certains quartiers atteint les 40% est quand même le signe d'une inadéquation de notre système éducatif avec la société. Donc j'ai créé ces écoles pour des jeunes, ils sont âgés de plus de 18 ans, donc qui ont fini avec la scolarité obligatoire. Et ça s'adresse donc à des jeunes de 18 à 25 ans. Ils restent en moyenne 1 an dans l'école et ils ont un suivi extrêmement individualisé, en tout petit groupe, voire même quelquefois en tête-à-tête avec des éducateurs et des professeurs qui les suivent complètement et qui sont dans l'école toute la journée pour s'en occuper. Et on a des résultats qui sont excellents. À l'époque de la création de cette école, quelle était la situation des jeunes? Est-ce que depuis, ça s'est amélioré? C'est-à-dire que les écoles se sont faites peu à peu. Aujourd'hui, il y a environ une quinzaine d'écoles en France, mais j'ai commencé par celle de Marseille, où il y a aujourd'hui 325 jeunes. Donc, on ne peut pas dire que la situation globale des jeunes s'est franchement améliorée, puisque le nombre des écoles et le nombre des élèves par école n'est pas significativement suffisamment important pour modifier sur l'ensemble de la population française. Mais ce que je peux dire, c'est que plusieurs milliers de jeunes sont sortis de ce système avec un emploi ou avec la capacité d'entreprendre une formation complémentaire qui leur permette d'accéder à un emploi. Donc c'est un résultat significatif. Naturellement, si les pouvoirs publics mettaient les moyens, on aurait des résultats plus importants. Ce n'est que depuis cette année que l'État a mis de l'argent, et encore pas beaucoup. Pour l'instant, ce sont les régions qui financent. Quelle est la différence entre une école traditionnelle et l'école de la deuxième chance? C'est très simple. Dans l'école traditionnelle, les professeurs viennent, ils font leur cours et ils partent. Oui. Bon. Tandis que dans une école de la deuxième chance, les professeurs arrivent le matin, ils restent toute la journée, ils ont un bureau, ils peuvent recevoir les jeunes. Et puis, ils s'intéressent à eux en petits groupes ou individuellement. Et on s'assure que les jeunes ont compris et se sont assimilés les savoirs de base qu'on leur inculque. Nous avons aussi une particularité, c'est que les éducateurs et les professeurs sont tous le référent d'une dizaine de jeunes. Le référent, ça veut dire que ces jeunes, une dizaine, une quinzaine éventuellement, peuvent s'adresser à ce référent sur n'importe quel sujet et pratiquement à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. C'est-à-dire que le référent répond sur les sujets pédagogiques, mais aussi sur d'autres sujets comme par exemple la santé, le logement, les problèmes personnels et toutes les difficultés que le jeune a pu rencontrer. Il a son référent et il peut s'adresser à lui à n'importe quel moment. On a aussi des méthodes pédagogiques par petits groupes qui sont des groupes de niveau. C'est-à-dire qu'il y a un groupe d'une dizaine de jeunes, par exemple en français, et quand certains arrivent à un certain niveau, on les passe dans le groupe supérieur. Donc ils sont suivis complètement individuellement, de manière à ce que les besoins qu'ils manifestent soient absolument couverts. En plus, il y a des stages en entreprise. Alors, pendant l'année de scolarité, il y a 3 stages. Le premier qui est dans une entreprise, grande entreprise généralement, c'est-à-dire où les problèmes de charge pour l'entreprise ne sont pas trop pesants. Le deuxième est plus ciblé.
Et le troisième, dans le troisième, ça doit leur permettre de trouver l'orientation qui leur convient. Ils font des rapports de stage, bien sûr, et il y a des jurys qui jugent leur rapport de stage. On les amène à s'exprimer devant des gens qui sont des représentants des entreprises. Et il y a un dialogue qui est permanent avec le secteur économique. En général, quel est le profil des élèves qui viennent à l'école ? Le profil des élèves qui viennent à l'école, ce sont des jeunes qui n'ont rien compris à l'école et qui se trouvent complètement désemparés parce qu'ils ne sont pas en état de suivre une formation complémentaire. Vous savez, par exemple, pour devenir boulanger-pâtissier, il faut faire un stage d'apprentissage dans une boulangerie-pâtisserie. Eh bien, si vous ne savez pas faire une règle de 3 très simple, quand on vous donne une recette pour faire un gâteau pour tant de personnes, vous ne pouvez pas le faire pour un nombre de personnes différents si vous ne maîtrisez pas simplement les règles de la règle de 3. Alors, ce sont des choses extrêmement simples. Et moi, j'ai vu des jeunes, par exemple, on leur dit, vous mettez un S au pluriel. Ils savent pas, ils ne mettent pas l'S au pluriel parce qu'ils ne savent pas ce que veut dire le mot pluriel. Ah oui. Donc c'est quelque chose de terrifiant. C'est-à-dire que pendant des années, on leur a dit, vous mettez un S au pluriel, ils ne l'ont jamais fait parce qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire pluriel. Et donc, il faut, dans ces écoles, il faut détecter ces lacunes qui sont considérables et qui sont passées inaperçues pendant la scolarité classique. Et il faut ensuite s'appliquer à les surmonter. Et on y arrive très facilement. Enfin, très facilement. On y arrive en y mettant le temps, en y mettant l'énergie nécessaire. Mais ces jeunes ne sont pas moins intelligents que les autres, simplement. Ils sont de milieux défavorisés. Chez eux, soit on parle très mal français, soit on ne parle pas du tout français. Et ils n'ont jamais vu un livre chez eux, ils ne sont pas habitués du tout à la lecture. Pour eux, lire, c'est quelque chose de difficile, parce qu'ils déchiffrent naturellement, mais ils ne comprennent pas le sens de la phrase. Ils ne comprennent pas la construction d'une phrase, ils ne savent pas mettre une phrase au présent, au passé, au conditionnel. Donc tout ça, on leur apprend, on se sert beaucoup de l'ordinateur, parce que l'ordinateur, ils le maîtrisent assez facilement, ils apprennent assez facilement à s'en servir. Et surtout, l'ordinateur ne les juge pas. C'est-à-dire, s'ils font une erreur, l'ordinateur leur dit recommence. Ils n'ont pas le regard du maître qui, pendant des années, leur a fait comprendre qu'ils ne comprenaient rien et que donc leur place est au fond de la classe et qu'on attendait juste que ça se passe. Donc ces jeunes-là, il y en a beaucoup, 150 000 par an. Et bien sûr, les écoles de deuxième chance ne les prennent pas tous, parce qu'on n'a pas les moyens, et que probablement il y a d'autres façons aussi de s'attaquer à ce problème. Mais si on ne s'y attaque pas, on aura sur les bras une population qui n'aura rien appris, qui sera à la charge de la société pendant toute sa vie et qui ne s'en sortira jamais. Donc je pensais qu'il était temps de prendre le problème à bras-le-corps. Alors vous avez des partenariats avec des entreprises et les conseils généraux? Oui, non pas du tout. J'ai des partenariats. Ce sont les régions qui financent. L'appui des conseils généraux et souvent les villes. Ça fait 3 partenaires publics. Et j'ai créé à côté de ça une fondation où il y a des grandes entreprises qui financent pour tout ce qui est périscolaire, c'est-à-dire les stages à l'étranger, parce qu'on les envoie faire des stages. On les envoie aussi faire des voyages groupés avec des éducateurs pour découvrir un pays, comme par exemple l'Espagne. Ils sont partis en car et sont revenus. Et c'est l'école de la Seine-Saint-Denis qui a fait ça. Et ils reviennent avec un carnet de bord où ils doivent écrire ce qu'ils ont vu. Et pour eux, c'est extraordinaire, car ils ne sont jamais sortis de leur quartier. Ils ont d'ailleurs peur de sortir de leur quartier. Certains de ceux à qui on a dit, vous allez faire un stage dans l'école de la deuxième chance d'Italie, qui se trouve à Catane, en Sicile, ils ont peur, bien qu'on soit reçu merveilleusement chez les Italiens, ils ont peur parce qu'ils ont le sentiment, ils ignorent tout, ils ne connaissent pas les règles. Ils ne connaissent les règles que de leur petite communauté. Donc ils vivent dans un ghetto, ils ne connaissent que ce ghetto. Ils ont peur de sortir de ce ghetto. Et il faut absolument les sortir de là. C'est pour ça qu'on encourage beaucoup, on finance aussi l'obtention du permis de conduire, on finance des stages donc en entreprise ou dans des écoles à l'extérieur, aller découvrir la nature, qu'ils ne connaissent pas du tout. Parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'ils vivent dans des milieux qui sont très fermés, dans des milieux urbains ou périurbains, où c'est comme une prison sans toit. C'est-à-dire qu'il n'y a que du béton, il n'y a pas de verdure, il n'y a pas d'arbres. Ils ne connaissent ni la nature, ni l'extérieur, ni un autre milieu, ni une autre façon de vivre. Donc c'est quelque chose, il faut déjà les sortir de là. Et cette formation sert à ça. Où peut-on trouver ces écoles, justement? Est-ce qu'il y en a partout en France? Est-ce qu'il y en a en Europe?
En Europe, c'est autre chose. Ça, j'en ai créé une par pays, et puis après, les différents pays doivent, en fonction de la politique qu'ils choisissent, s'ils les étendent ou ils les étendent pas. Alors, les Italiens et les Espagnols les ont étendus. Il y en a en Allemagne, il y en a un peu en Scandinavie. Voilà, enfin, ça s'est étendu dans certains pays. Mais c'est en France qu'il y en a le plus, parce que je me suis occupée du problème en rentrant de Bruxelles et je l'ai moi-même développé. On les trouve certainement dans les plus grandes villes, je suppose Toulouse, Marseille, non, pas spécialement. Pas du tout, c'est pas du tout comme ça. On les trouve quand les élus veulent le faire, hein, que ce soit des grandes ou des petites villes. La première, j'ai faite à Marseille parce que le maire était emballé par le projet et il a consacré à ce projet beaucoup de moyens. Il a rénové les anciens abattoirs de la ville de Marseille, qui sont magnifiques, avec des murs très épais, plusieurs grands bâtiments, et donc avec un grand parc, donc c'est très beau. Mais par exemple, en Champagne-Ardenne, vous avez une école à Châlons en Champagne et vous avez 7 écoles dans les petites villes autour pour être près des populations et aussi près des entreprises. C'est ça qui est très important. En Seine-Saint-Denis, vous avez 4 écoles pour la même raison, pour être près des entreprises et de la population. Alors il y en a à Toulouse, il y en a à Mulhouse, il y en a en Seine-Saint-Denis, dans l'Essonne, il y en a en Auvergne, il y en a à Châtellerault. Enfin, il y en a maintenant dans de nombreuses villes. Mais ça progresse. On va bientôt ouvrir celle de Lille, celle de Nancy, celle de Saint-Dié. Enfin, on a beaucoup de projets, beaucoup de choses qui se mettent en route. Quelles sont les possibilités de déboucher pour un élève qui sort de l'école et qui rentre dans la vie active ? Il a beaucoup de possibilités parce qu'on l'a familiarisé dès l'école avec le milieu de l'entreprise puisqu'il fait 3 stages en entreprise dans son année. Et donc c'est très souvent à travers le réseau des entreprises qu'il va trouver un emploi, quelquefois dans l'entreprise où il a fait un stage, mais pas forcément, à travers le réseau des entreprises, car nous avons au conseil d'administration des écoles des représentants des entreprises. Donc il se passe le mot. Quand un jeune a donné satisfaction pendant son stage, eh bien on le recrute, soit dans l'entreprise, soit dans une autre. Et souvent, l'orientation, par exemple, un jeune a fini avec l'école et il veut s'orienter vers... Il a acquis les savoirs de base qui lui permettent d'avoir une formation professionnelle complémentaire. Eh bien, on va l'orienter en fonction des besoins, justement, du marché. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise nous disent de quoi ils ont besoin. Que doit-on faire si on a besoin des services de l'école de la deuxième chance ? Ah, vous voulez dire pour faire des jeunes ? Pour un jeune, voilà. Oui, il suffit de s'adresser à la direction. Alors quelquefois il faut passer par la mission locale, ça arrive parce que les missions locales envoient certains jeunes dans les écoles de la deuxième chance. Mais on peut aussi s'adresser directement à la direction de l'école. Vous auriez un message adressé à ces jeunes ? Leur dire qu'ils ont toutes les chances. Je veux dire qu'il y a beaucoup de secteurs de l'économie française où on manque de personnel qualifié, qu'ils ont une chance qui dure 1 an pendant laquelle ils ont une petite rémunération au titre de la formation professionnelle, à condition de respecter les règles de l'école naturellement, et qu'ils sont quasiment sûrs d'avoir un emploi à la sortie ou une formation complémentaire qui leur permet d'acquérir cet emploi. Mais qu'il n'y a aucune chance qu'il n'y ait pas d'emploi. Ils auront un emploi. D'accord. Tout à fait clair. Pour moi, j'étais frappée par ce gâchis épouvantable qui résulte du fait que beaucoup de jeunes voudraient bien travailler mais qui ne savent pas du tout comment s'y prendre, que le système éducatif ne les prépare pas à un emploi, que il faut... si vous voulez, une personne, c'est un tout. Il y a le salarié, il y a aussi la personne. C'est clair. Et donc, on s'intéresse à la personne. Par exemple, on les emmène voir des choses qui peuvent être intéressantes. Je dois dire que, par exemple, pour les jeunes de Châtellerault, aller voir l'aquarium géant de La Rochelle a été une surprise extraordinaire. On ne s'imaginait pas qu'une telle chose pouvait exister. Alors, pourtant, ça n'est pas loin. Non. Et c'est pas un problème de coût. C'est que dans ces milieux... C'est pas une question d'argent, c'est une question de culture. On ne sort pas, on ne voit pas autre chose parce qu'on pense que ça n'est pas fait pour nous. Oui. Et le blocage, il est là. Et c'est ce blocage-là, beaucoup plus que celui de l'argent, qu'il faut renverser. Absolument. Et croyez-moi, ce n'est pas facile. Il faut s'attaquer à ce problème. C'est un problème, je crois, vital pour la France. Et je pense que on a expérimenté au cours de ces dernières années la possibilité que c'était possible et que on pouvait trouver une solution à ce problème. Et moi, j'invite toutes les municipalités à s'intéresser à ce sujet et à créer des écoles de la deuxième chance avec l'aide de leur région. Ben justement, que peut-on faire pour vous aider ? Eh bien, il faut que les élus, en particulier les maires, qui ont ce problème, qui sont conscients de ce problème, saisissent la région et les régions financent les écoles de la deuxième chance. Et moi, je suis prête, bien sûr, là où je suis, à aider. Et nous avons aussi un réseau
des directeurs d'école. Et c'est le directeur de l'école de Châlons-en-Champagne, Monsieur Cheyer, qui est le directeur du réseau des directeurs. Quand une école veut se créer, elle nous demande comment faire. Il faut que les élus fassent le dossier, que la région finance. Et quand l'école est créée, au bout d'un certain temps, au bout d'un an, on vérifie qu'elle est bien respectueuse des normes et des règles. Et à ce moment-là, on lui donne le label des écoles de la deuxième chance. Edith Cresson, merci d'avoir participé à ce forum Radio Andorre Fréquence Évasion et à très bientôt pour un nouveau forum.